Aujourd'hui, je suis avec Cédric Doumbé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, Cédric est en passe de devenir une légende du monde du sport, du combat. C'est lui qui le dit en tout cas et j'y crois beaucoup. 9 fois champion du monde, il multiplie les disciplines. Il a commencé avec le full contact, enchaîne avec le kickboxing et maintenant il va se mettre au MMA, les fameux arts martiaux mixtes ou combat libre aussi. Alors en faisant venir Cédric sur le podcast, mon objectif est avant tout de mettre en avant une personnalité complètement hors norme. D'abord par une éthique du travail et de l'effort qui force le respect. Cédric nous décrit au début de l'épisode son quotidien, millimétré pour atteindre ses objectifs. Vous allez voir que la demi-mesure n'est pas une option. Deuxièmement, une confiance en lui, en son destin, qui n'est pas sans rappeler l'attitude d'un Mohamed Ali. Pourtant, ne vous y trompez pas, derrière ce côté un brin fanfaron, un brin boute-en-train aussi, se cache une grande et profonde modestie et surtout un respect énorme de la discipline. Je vous avoue que j'avais un peu d'appréhension en préparant cette interview parce que je connais absolument rien au monde du combat et que je me retrouvais pour la première fois face à face avec un homme 9 fois champion du monde. Déjà, pour celles et ceux qui ont peur d'un épisode technique, rassurez-vous, Cédric a su se montrer à la fois hilarant et extrêmement pédagogue. Et surtout, j'ai rencontré vraiment une belle personne, à la joie communicative et douée d'une immense lucidité. Salut Cédric et bienvenue sur le gratin. Salut Pauline et merci de m'avoir invité sur le gratin. Écoute, ça me fait hyper plaisir. Franchement, je pensais pas un jour t'avoir sur le podcast et je suis hyper heureuse. Et puis alors du coup, donc on va être honnête, je ne connais rien au monde des sports de combat, mais je suis tombée un peu dans la marmite en te regardant. Alors franchement, j'ai trouvé que c'était non seulement impressionnant, mais en plus j'ai adoré tout ce que tu dégages autour et enfin vraiment en fait ta vision de la vie. Donc on va en parler. Je voulais en fait, parce que j'ai lu plein de choses sur toi, je voulais commencer par te parler de ton entraînement. Là, je sais que tu reviens d'un entraînement, donc peut-être que tu n'en peux plus de parler de ça. Non, ça va. Mais je voulais t'en parler parce qu'en fait, donc j'ai lu des choses comme quoi tu n'as pas de coach, enfin le truc habituel qu'on te dit, mais qui est quand même assez dément pour quelqu'un qui a ton niveau sportif. Et juste, je voulais que les gens se projettent et comprennent qu'est-ce que ça signifie en termes de sacrifice, en termes de temps, même moi que je comprenne, si tu veux, à quoi ressemble ton entraînement. Donc là, je sais qu'on est dimanche et tu t'es un peu moins entraîné, mais mettons un jour, tu vois, traditionnel de la semaine. À quoi ça ressemble concrètement ta vie ? Je veux être un peu vie ma vie, tu vois, de Cédric. À quoi ça ressemble ? Est-ce que tu peux me raconter ça ? Moi, c'est très particulier parce que même dans le milieu du sport de combat, j'ai un train de vie assez atypique, même comparé à mes camarades d'entraînement. C'est-à-dire que je m'entraîne tous les jours. On me pose souvent la question à savoir, mais c'est quand ton jour de repos ? Mais j'ai pas de jour de repos en tant que tel. Je m'entraîne tous les jours à une fréquence de 2 entraînements par jour. Alors, sauf le samedi et le dimanche, où là, je vais m'entraîner une seule fois par jour. D'accord. Mais j'ai quand même un entraînement. Alors, pourquoi je me consacre pas de jour de repos ? Parce qu'en fait, j'ai un métabolisme, on a tous un métabolisme qui nous est propre, et le mien, il peut pas se permettre d'avoir un jour de repos, sinon je vais prendre du poids, sinon je vais régresser, mais vraiment à une petite échelle. Il faut vraiment que je garde mon corps toujours en activité, en éveil, du moins quand je prépare un combat. Ensuite, quand il n'y a pas de combat, quand je suis un peu en mode cool, c'est différent. Là, bien sûr, je vais m'entraîner une seule fois par jour, tous les jours, c'est différent. Alors, une journée type avec Cédric Doumbé. Mais je rêve d'avoir ce moment. Vas-y, raconte-moi ça. Alors, une journée type tel un lundi. Alors, c'est déjà le réveil très tôt, ce qu'on déteste tous. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais moi, c'est très Toi, difficile. tu te forces à le faire. Ouais. Moi, je me force, donc je suis pas du matin du tout, mais j'ai pas le choix. Alors, je me lève à 8h du matin. D'accord. Cédric Doumbé va manger 3 œufs. Très bien. Au plat. Un verre d'eau, 3 œufs au plat, un verre d'eau, la diététique. Ensuite, je vais aller m'entraîner donc dans la salle de sport, faire de la musculation, de la condition physique. Tout dépend en fait de ce que le préparateur physique aura concocté pour moi cette matinée-là. Mais ça s'arrêtera à de la musculation, de la préparation physique, du cardio sur tapis, du vélo, etc. Voilà, pas de boxe en tout cas ce matin-là. Ensuite, Cédric Doumbé rentre à la maison à 11h30 midi
et il se fait à manger seul. Bah oui, un grand Oh là garçon, là, Cédric. grand garçon, Cédric, hein, incroyable. Il se fait à manger des plats qu'il n'aime pas forcément, des légumes. Oui, parce que j'ai cru comprendre que Cédric était gourmand aussi. Ouais, il est très très gourmand. C'est un problème. Il adore comment dire, la cuisine du monde. Mais là, Mm. il va manger la cuisine de la diète. Mm. Donc voilà, des légumes, de la viande, des protéines, etc. Protéines et viande. Voilà. Et... Quantité très 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 infime. On va dire exactement ce qu'il faut à mon corps. Ensuite, Eric Doumbé va faire la sieste. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut faire la sieste s'il veut être en forme pour le second entraînement de la journée. Ensuite, donc, je me réveille et je prends ma collation. Pareil, hein, une tranche de pain de seigle avec une tranche de jambon blanc. Et, c'est millimétré, quoi. Et 100 grammes 40 grammes de Philadelphia. Ouais, c'est très millimétré. Ensuite, je vais à l'entraînement et là, c'est de la boxe. Donc là, on va faire une grosse séance de boxe qui va durer 2 heures au sac. Alors, le sac, c'est le sac de frappe, le gros sac dans lequel on va frapper, qui est très, 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 très difficile. Et donc, ça va être une séance très, très, très intense de 2 heures. On va travailler les réglages, la condition physique aussi, la technique. Et voilà. Ensuite, on rentre à la maison, on se refait à manger et on dort. On essaye de dormir le plus tôt possible, ce qui est très difficile parce que l'entraînement du soir, il commence à 20h. Et souvent, je suis à la maison à 22h30. Ah ouais. Donc, à partir de 22h30, là, je dois me faire à manger. Et ensuite, souvent, je suis au lit. En plus, tu dois être hyper excité après. C'est très, très difficile problème, en ce moment. C'est marrant que tu en parles parce qu'en ce moment, je suis un fantôme, un zombie dans le lit. Je regarde le plafond, impossible de dormir. Bah écoute, alors je peux te recommander un bouquin, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Pourquoi nous dormons. Moi, j'ai plein de problèmes d'insomnie, donc j'en profite, tu vois, pour t'en parler. Et je sais que malheureusement, mais du coup, le problème, c'est que ça va un peu à contre-courant de tout ton programme, c'est que le sport, le soir, bah en fait, nécessairement, tu vois, ton métabolisme, en fait, il est en mode, vas-y, j'y vais à fond. Ça, je l'ai bien compris, c'est ça, je l'ai bien compris. Ouais. Pourtant, quand je me réveille de cette sieste, justement, avant l'entraînement, ben, j'ai encore sommeil, je me dis, j'ai pas dormi assez, bon c'est bien, ça veut dire que ce soir je vais bien dormir, surtout après l'entraînement. Et ben non en fait. Mais t'arrives à dormir quand même 8 heures à peu près ou pas tellement? C'est difficilement 8 heures, difficilement, ouais, très difficile. Et quand j'arrive à dormir 8 heures, je le sens même, le matin je suis en forme, je suis content. Top. Bon, écoute, sincèrement, du coup, déjà, c'est quand même assez impressionnant de se dire que non seulement ta vie, elle est quand même déjà bien réglée, et puis surtout que juste tu consacres en fait 100% de ton temps, comme on peut s'en douter quand même, à ton sport. Je voulais te parler du fait que t'as pas d'entraîneur. Alors, j'imagine que t'en as déjà parlé à d'autres personnes, mais en gros, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de t'entraîner, enfin de ne pas avoir de préparateur spécifique à la boxe? J'ai compris que tu as un préparateur physique au niveau alimentaire et tout aussi, mais vraiment sur la partie boxe, pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner tout seul? Et puis comment est-ce que tu fais pour monter tes propres entraînements, quoi? Alors en fait, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin. Je suis très, je sais pas comment, c'est pas cartésien, mais justement c'est l'inverse. Je crois beaucoup au destin, c'est-à-dire que je vois les signes en fait de la vie. Quand j'ai commencé le sport de combat, la boxe, forcément j'avais un coach, un formateur qui est resté avec moi pendant 2 années. Ensuite, il a dû arrêter, c'était un niveau amateur, il a dû arrêter parce que déjà il n'avait pas le permis de conduire, donc c'est très difficile pour lui d'assurer les cours. Et ensuite, parce qu'il a été muté dans une autre ville et avec son travail, par son travail. Et donc, je me suis retrouvé un peu seul dans cette ville d'Angoulême que tu dois connaître. Ouais. Je suis de là-bas. Oui. Et donc, voilà, je me suis posé la question. Je me suis entraîné seul pendant 2 ans. J'allais de club en club, mais j'avais pas vraiment d'entraîneur qui m'était propre. Ensuite, je me suis posé la question de savoir où est-ce qu'il y avait les meilleurs combattants de kickboxing au monde. À l'époque, c'était en Hollande, parce qu'aujourd'hui, c'est en France. Non, bien sûr. Bah, voilà. À l'époque, c'était en Hollande, à Amsterdam. Et donc, j'ai pris mon sac. J'ai pris mon sac à dos, je suis allé en Hollande, à Amsterdam, je me suis entraîné, j'ai fait une séance de 2 semaines à Amsterdam. Ensuite je suis revenu, ça m'a plu, et pendant 2-3 ans je faisais des allers-retours en fait à Amsterdam. J'ai fait ça pendant 2-3 ans et je combattais déjà comme ça, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment d'entraîneur qui m'était propre, spécifique, mais avec cet entraîneur justement de Hollande, ça me suffisait, c'est-à-dire que j'arrivais quand même à apprendre. J'ai gagné, j'ai vu aussi. À gagner aussi. Et je suis quelqu'un qui apprend très vite, donc ça me suffisait. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis forgé comme ça. C'est-à-dire que j'ai avancé comme ça. Ensuite, je suis allé en Belgique. J'ai fait la rencontre d'un coach, un très très bon coach en Belgique, à Bruxelles. Et on s'est entraîné comme ça aussi pendant 2 ans. Je faisais des allers-retours. Ensuite, je suis allé à Paris.
pour être plus proche un peu de cette vie active, plus proche aussi des aéroports, parce que j'en avais marre de faire Angoulême, Bordeaux, Amsterdam. Et donc, ça m'a facilité la vie d'emménager à Paris. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 6-7 ans que je m'entraînais en fait sans réel coach. C'est vrai, quand j'en parle à des personnes, elles n'y croient pas. Elles me disent, quoi, t'as pas de coach? Mais c'est pas, comment c'est possible? T'es champion du monde sans coach? Et j'y réfléchis, je me dis, mais c'est vrai en plus. Toi-même, tu c'est vrai que j'ai pas de coach et que tout le monde a un coach. Et voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas de salle qui m'est propre. Alors, comment je fais pour m'entraîner justement pour mettre en place des stratégies, etc. Il faut savoir que moi, j'ai un style de boxe qui est complètement atypique par rapport aux autres boxeurs. C'est-à-dire que je suis pas un boxeur qui va mettre en place une stratégie pour battre un adversaire. Je suis un boxeur qui s'adapte à chaque round en fait dans le ring. C'est-à-dire que j'adapte. Bien sûr que je connais mon adversaire. Je sais quels sont ses points forts, ses points faibles. Mais ça va pas vraiment me servir pour entamer ce combat. C'est une fois que le gong a sonné, que c'est parti, que je vais prendre les premiers coups, je vais donner les deuxièmes coups, que là, je vais comprendre. En fait, t'apprends presque sur le coup, sur le ring, voilà, c'est exactement ça. Et moi, la plus grosse partie de ma préparation physique, le gros de mon entraînement, ça va être la préparation physique, c'est avec le cœur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un préparateur physique, parce que on peut pas tout faire. Alors, je pense que c'est un don que j'ai au niveau de la boxe, c'est-à-dire que j'ai ces aptitudes qui sont déjà innées. Mais par rapport à la préparation physique, à la diète, ça s'apprend et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et aujourd'hui, en fait, est-ce que tu aurais presque peur d'avoir un préparateur, tu vois, spécifique boxe, parce que du coup, ça te ferait peut-être un peu rentrer dans le rang. J'ai jamais réussi en fait. Et là, finalement, au moins, tu gardes ta personnalité sur le ring. C'est exactement ça. Ouais. Je suis quelqu'un de très, comme on dit, très chiant. Si on entend les gens qui sont dans mon équipe, ils vont me dire, Cédric, il est compliqué, il est hyper compliqué. On m'a dit que t'étais un peu maniaque. Un peu beaucoup. Légèrement. Cédric, il est très compliqué, c'est-à-dire que Cédric, dans les vestiaires, il faut une chaise. Une chaise où il va poser sa main, une chaise où il va poser ses pieds. Il faut une poubelle, absolument. S'il n'y a pas de poubelle, il n'est pas bien. Il y a plein de petits détails que je veux, en fait, quand je suis dans ce cadre sportif, dans ce cadre de boxe. Et le fait d'avoir un coach, en fait, qui va me dire quoi faire, comment faire, qui va essayer de me changer ceci, cela, ça va pas forcément me mettre à l'aise. Donc je pense que le fait d'être comme ça en freelance, alors sûrement que ça a des points négatifs, je pense, hein, mais je pense que pour moi, ce serait plus bénéfique que je reste comme ça que de changer et d'avoir un coach comme tous les autres qui va me dire ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, etc. C'est important pour toi d'être, tu me parlais de destin au début, tu sais, c'est important pour toi justement d'être maître de ton destin et de décider ce que tu veux, enfin, je veux dire dans la vie de façon générale, tu vois, réfléchir en gros à ce que tu veux, d'avoir tes objectifs et en gros, t'es le seul maître à bord et c'est toi qui décides. Pour moi, c'est primordial. C'est là où je vais revenir sur le pourquoi j'ai choisi justement ce sport de combat, ce sport tout court, parce qu'avant, je pratiquais le football. Comme tous les enfants de mon âge, j'adorais le football à 16 ans et je sais pas pourquoi, mais j'ai vite dévié vers ce sport individuel, ce sport où que ce soit l'échec ou la réussite, on peut s'en prendre qu'à soi-même en fait. C'est-à-dire si on gagne, on sait que c'est grâce à soi-même. Si on perd, on peut pas dire c'est à cause de toi, tu m'as pas fait la passe ou tu m'as pas fait ceci, tu étais fatigué. Non, ça sera de notre propre faute. Et ça, je l'ai déjà vu parce que ça m'est arrivé de perdre. Bon, c'est très rare, mais ça m'est arrivé. Franchement, j'ai regardé, c'est très très rare. Ça m'est arrivé de perdre 1 ou 2 combats et c'est juste une sensation horrible parce que d'autant plus que c'est pas un sport comme les autres. On joue pas au ballon. Là, c'est vraiment ça reste un sport primaire, la boxe. Deux êtres humains qui vont essayer de se mettre à terre l'un contre l'autre. Donc, c'est vraiment un sport que j'aime parce que, comme tu dis, je suis maître de mon destin. C'est-à-dire que. Tu es complètement responsable, quoi. C'est ça. Si je veux l'emporter, je dois faire tout ce qu'il faut pour réussir. Si je perds, il n'y a pas de regret. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, il a vraiment été meilleur que moi. Mais si je perds parce que j'ai pas géré ma diète, si je perds parce que je voulais pas me lever le matin, donc j'esquivais les entraînements du matin, et là je peux m'en prendre qu'à moi-même et je m'en voudrais. Donc c'est là aussi que je me dis j'aime garder le contrôle. Et ma team va souvent dire Cédric il aime bien tout gérer. Ça c'est vrai que c'est un de mes défauts. J'aime bien régenter, j'aime bien tout régenter, c'est-à-dire que savoir ce qui se passe en temps et en heure et partout. J'aime bien être omniprésent, mais dans le bon sens. Je suis pas dictateur. Ça te réussit plutôt pas mal. Oui, donc, ça me réussit du moins dans le sport. Et en couple, c'est pas bien. C'est un autre sujet. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est ce côté-là que j'aime bien. Ce côté, je suis le maître de moi-même, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire,
Je sais que je dois m'entraîner tant de fois pour réussir. Je sais que je dois faire ceci, cela. Et ben aujourd'hui, si je craque au niveau de la diète, je me fais un McDo, ben, c'est de ma faute. Je sais que je dois faire pour rattraper ça. C'est pour ça, je pense que oui, j'aime bien ce côté être maître de son destin, compter que sur soi et voilà. Mais c'est vrai que la boxe, c'est un sport individuel. Quand même savoir s'entourer. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à voilà, c'est ça. Et tu parlais un petit peu juste avant de ta préparation dans les vestiaires avant le combat et notamment du fait que tu as 2-3 on va dire petits tics. Des petits tics quoi, enfin des petites habitudes. Ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse à tout ce qui est préparation mentale aussi et tu vois, alors pas auto-hypnose mais vraiment en fait aussi se créer des habitudes, tu vois, pour réussir à être hyper focus. J'imagine, je connais rien une fois de plus à la boxe, mais que en fait, quand t'es sur le ring, t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit. Il faut que tu sois à 400% dans le moment, dans le combat, et puis surtout toi, comme en plus tu réagis beaucoup, t'es beaucoup dans l'adaptation. Est-ce que pour toi c'est important justement ce moment avant pour te concentrer, pour te mettre dans le mood, tu vois, avant de te lancer sur le ring? Et en gros, est-ce que tu t'es fait aider pour ça par peut-être des préparateurs mentaux? Enfin, voilà, quelle est un peu ta méthode pour réussir à te mettre dans le bain? Surtout que en plus, il faut quand même déjà te prendre des coups, quoi. Ouais, donc j'imagine que faut vraiment se conditionner. Ouais. Alors moi, je pense que mon caractère déjà m'aide parce que je suis quelqu'un de très dur, très fort dans le sens où j'aime beaucoup la devise qui dit quand on veut, on peut. C'est-à-dire que moi, souvent, je discute avec des personnes qui me disent ah ouais, là, j'essaye d'arrêter de fumer. Bon, c'est dur, mais je vais le faire. Et moi, je la regarde dans les yeux, je dis attends, tu veux ou tu veux pas? Je veux, arrête. Pourquoi je vais le faire? Tu veux arrêter de fumer, jette le paquet. Non, je le termine. Mais non, jette-le. Tu veux arrêter de fumer, tu veux pas. Ouais, mais progresser. Non. Pour moi, quand on veut, on peut. C'est pas facile, bien sûr. Je sais de quoi je parle parce que mon plus gros défaut, c'est la gourmandise, mon plus gros péché. Alors, Dieu sait que j'aime manger et quand je suis en période de diète où j'ai pas le droit, je sais ce que c'est. C'est que j'ai pas le choix. C'est comme ça. Tu veux gagner le combat, tu veux être au poids, tu veux être en forme. Et tu mangeras pas ce soir ce que tu as envie de manger. Tu mangeras ce qui est écrit. Très très difficile. Alors, ça m'arrivait de craquer, mais au moins j'ai cet état d'esprit déjà qui me conditionne. Et dans la vie, dans le combat, ce qui m'aide, c'est la visualisation. C'est-à-dire que je me projette, je me dis où est-ce que tu veux aller, qui est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux devenir. Alors avant la ceinture, avant le Glory, donc le Glory qui est la plus grosse organisation de kickboxing au monde, et je voulais être champion du Glory. Et il y avait ce mec qui s'appelle toujours d'ailleurs Nicky Holsken, qui était invaincu depuis 6 ans, 12 fois champion du monde, qui était 6 fois champion du Glory. Et pour moi, c'était juste un monument du kickboxing. Et je me disais, wow, si un jour je veux le battre, je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je m'entraîne énormément. Et un jour, justement, cette opportunité s'est présentée à moi. Il a fallu que je l'affronte pour ce fameux titre du Glory. Et je crois que c'est le combat où j'étais le plus stressé au monde. Même ma mère l'a vu, elle m'a dit c'est la première fois que je te vois comme ça. D'habitude, je suis le meilleur, je suis fanfaronne, etc. Et là, t'étais vraiment. J'ai appelé ma mère, je me souviens dans l'hôtel, je dis viens me voir, on discute. Là, ça va être dur. Je lui disais vraiment là, ça va être dur parce qu'il est vraiment très très fort. Et bien, je me projette, je me dis qu'est-ce que tu as envie de faire? Les combats d'avant où j'étais stressé dans les vestiaires, je me disais mais Cédric, t'as envie de boxer Nicky Holsken un jour et t'es stressé pour je sais pas qui là, pour X. Mais non, il faut que t'as envie d'être le champion, alors il faut que tu te comportes comme un champion, il faut que tu penses comme un champion. Donc la visualisation, je me projette, j'ai envie d'être au top. Alors par où il faut passer pour être au top? Il faut cracher ses poumons à l'entraînement. Il faut pleurer. Ça m'arrivait de pleurer sur la piste d'athlétisme en courant, tant l'effort était intense. Ça m'arrivait de pleurer, de verser des larmes. Et s'il faut passer par là, je le ferai parce que je dis pas que je vais y arriver, mais en tout cas, il faut que je fasse tout. J'ai la recette, en fait, pour y arriver. C'est comme quand on fait un gâteau, on a la recette, les ingrédients, tout, mais il n'est pas forcément réussi, le gâteau. Mais en tout cas, j'aurais fait de mon mieux parce que j'ai lu la recette et j'ai tout appliqué de mon mieux. Personne ne m'a aidé, je l'ai fait tout seul. Donc, si ça rate, c'est que c'était comme ça, c'est le destin. Si ça réussit, je suis très fier de moi parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, oui, le travail paye. Donc, voilà comment je me projette, en fait, quand je suis dans mon lit chaque soir. Je me dis, c'est dur, j'ai la dalle, j'ai envie de manger là. Ouais, donc tous les soirs, c'est un gros travail. Tout le temps, c'est un gros travail. Quand j'ai la flemme, surtout quand on est dans le dur, en fait, quand on a la flemme d'aller s'entraîner, je me projette, je me dis, Cédric, t'as quand même de la chance. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui vont prendre le métro, qui restent au travail de 8h à 19h. Toi, allez, t'as 2h le matin, 2h le soir. Entre-temps, ça va. T'es à la maison, tu peux aller en vacances quand tu veux. Je me dis, j'ai quand même de la chance, donc Dieu merci, je profite. Donc, je relativise. Je me dis, c'est dur, mais ça pourrait être pire. J'aime beaucoup cette phrase, ça pourrait être pire.
Et souvent, mes amis, ils disent ça quand un pote m'appelle, il me dit, oh, on m'a cassé ma voiture, je suis deg. Ouais, mais attends, gros, ça aurait pu être pire. On aurait pu te la voler, la voiture. Non, Donc, mais c'est vrai. je pense comme ça et ça m'aide. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça m'aide. Ça m'est propre. Ensuite, dans les vestiaires. Quand je suis dans les vestiaires, là, c'est vraiment très particulier parce que je discutais avec mon entraîneur justement d'Amsterdam, on parlait de ce fameux stress dans les vestiaires. Et là, il me regarde, il me dit, Cédric, tu sais, le seul stress qui se rapproche de celui d'avant de monter dans le ring, c'est le même stress que les soldats ont quand ils sont à la guerre. C'est-à-dire que ce stress-là, avant d'aller à la guerre, c'est exactement le même. C'est prouvé scientifiquement. En fait, c'est la peur de mourir. Bah oui. Et c'est exactement ça. Et je me dis, mais là, on va pas mourir quand même. C'est le stress qui se rapproche le plus de celui de l'armée, de la guerre. Parce qu'en fait, voilà, on va être face à un adversaire qui aura exactement les mêmes intentions que nous. Et c'est soit lui, soit moi. Donc, c'est hyper flippant. Et là, à la guerre encore, il n'y a pas de public. Là, en plus, c'est filmé, t'as la terre entière qui te regarde. Alors, moi, c'est encore 2 fois pire parce que juste avant le combat, je fanfaronne, mais non, je vais te mettre KO, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Mais parfois, je me disais justement, tu t'auto-mets la pression quand même à mort parce que le fait de fanfaronner, comme tu dis, d'envoyer des taquets, donc qui fait partie de ta personnalité, et c'est assez génial. Mais du coup, si jamais, tu ne perds jamais, mais si jamais tu perdais, franchement, c'est dur. Quoi. Et c'est là où je me dis, alors quand il y a cette phase de stress qui passe dans la tête, je me dis, ouais, mais attends. Avec ce que t'as dit, mais tu peux pas perdre. Et donc là, ça me rebooste. Je me dis, non, je peux pas perdre. Là, mais c'est malin, ça tu te mets la pression. C'est ça, je me mets la pression pour qu'ensuite je me dise, mais là, t'as pas droit à l'erreur. Donc là, avec tout ce que t'as dit et que les montages que t'as fait, là, tu es obligé de gagner. Mais quand t'es dans le vestiaire, justement, encore aujourd'hui, alors tu gagnes très souvent, mais là, on va parler aussi MMA et tout ça, donc tu tentes quand même de nouveaux sports. Tu as peur, t'as physiquement peur avant un combat parfois? Oui. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, non, c'est pas, j'ai pas peur. Non, c'est de la peur. C'est clairement de la peur. Le stress, c'est de la peur. Le stress, j'ai lu une fois ce passage qui expliquait vraiment qu'est-ce qu'était le stress, en fait, qui expliquait les symptômes en fait, du stress. Le stress, c'est une réaction qui est naturelle, qui est animale. Ça va être comme, je vais prendre l'exemple des animaux, des antilopes, par exemple, qui va être chassé par on va dire, un lion. Le stress, ça fait quoi? Le rythme cardiaque s'accélère. C'est-à-dire que déjà, le sang, il circule plus vite dans le corps. Donc, les muscles vont être plus irrigués beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, vont être prêts à réagir, en fait. À courir très vite. Voilà, c'est ça. On a les mains moites. On a la vision qui est plus nette. On a tous les sens qui sont en éveil, justement, pour pouvoir entendre, écouter, pour pouvoir, en fait, survivre, en fait. Et dans le ring, c'est exactement ça. On est stressé, on a les mains moites. Et c'est pour ça que je pense qu'on performe dans le ring. Donc, moi, ce stress, c'est très désagréable parce qu'en fait, surtout non dans le ring, c'est pas immédiat. Il y a l'attente, c'est-à-dire qu'on va attendre 30 minutes dans les vestiaires avant de monter. Donc, c'est comme le couloir de la mort. Tu sais que tu vas y aller, mais tu dois attendre. Et même quand tu es prêt, non, tu dois attendre qu'on t'appelle. Et peut-être à ce moment-là, tu seras plus prêt physiquement, mais tu dois attendre quand même. C'est horrible. Et dans les vestiaires, je me dis souvent, mais je suis le meilleur. Et ça, les gens souvent ont le sourire, comme toi là. Les gens ont le sourire, ils disent mais t'es le meilleur, mais c'est arrogant quand même, c'est assez prétentieux là, c'est de la boxe, c'est un sport d'humilité, c'est l'école de la vie, etc. Je dis attends. À partir du moment où tu montes dans le ring pour battre un adversaire, c'est que tu estimes que tu es meilleur que lui, c'est que tu estimes que tu as tous les moyens pour le battre. Donc c'est de l'arrogance aussi alors si on part de ce principe-là. Donc moi, quand je dis je suis le meilleur, je suis pas en train de fanfaronner et de dénigrer mon adversaire, non, c'est de l'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'à force de dire je vais y arriver, je suis le meilleur, j'ai tout fait pour gagner ce combat, regarde d'où je suis parti, regarde où je suis aujourd'hui, c'est le destin, c'est comme ça, je vais y arriver, je suis le meilleur, et bien au bout d'un moment, on devient le meilleur, on y croit, on s'auto-persuade, et finalement, dans le ring, ça se sent. Alors, les gens, je sais pas comment on appelle cette... j'ai juste le mot auto-persuasion, Non, mais c'est un peu, parfois je crois qu'on parle d'état de flow, tu vois, où en gros, il faut suffisamment être en confiance, mais en même temps être suffisamment stressé pour gros libérer complètement performer, ton potentiel. C'est exactement ça. Et en gros, j'ai l'impression que donc le stress, on a compris que tu l'as bien, mais t'arrives aussi à te mettre dans un état de confiance suffisant pour en gros donner le meilleur de toi-même. Il n'y a pas le choix, je me le répète à longueur. Parce que si t'as pas confiance en toi, enfin tu vois, c'est sûr ça, que tu vas je me le répète dans les vestiaires à longueur de minute. Je suis le meilleur, je vais y arriver, je suis obligé, je peux pas perdre, je peux pas perdre. Attends, regarde, j'en ai chié sur la côte, j'en ai chié sur la piste, j'en ai chié dans la salle de sport. 2 mois d'entraînement intensif,
je peux pas perdre. Je Mm. peux pas perdre. Et souvent, je me dis, oui, mais attends, lui non plus, il peut pas perdre. Il se dit ça dans les vestiaires. Et là, je me dis, oui, mais non, moi, c'est ma destinée. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Je peux pas. J'ai tout fait pour gagner, donc je vais gagner. Tu penses que tu as un mental, enfin, c'est quand même vraiment exceptionnel tout ce que tu as fait, beaucoup plus que tous les autres kickboxers en fait. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est lié plus à ton mental finalement? C'est lié à ton don, comme tu dis, un peu pour la boxe? C'est lié juste à ton entraînement? Enfin, Je pense que dans un premier temps, c'est lié à ce don que j'ai, parce que le travail, ça fait énormément, mais à partir d'un moment, on pêche. Si on n'a que le travail, on pêche. Mm. Il faut ce petit truc en plus. Mm. Il faut ce don, en fait, ce don du ciel qui fait que moi, c'est ce don c'est le punch. C'est-à-dire, le punch, c'est quoi? C'est la force que j'ai quand je frappe, qui met tous mes adversaires KO. Ben ça se travaille, bien sûr, à la salle de sport. On peut travailler en poussant des charges de plus en plus lourdes. Mais au bout d'un moment, le corps, ça va pêcher. On peut pas soulever non plus, c'est physique. Donc, et le punch sont des mecs qui ont jamais fait de la musculation de leur vie, mais qui vont avoir une force phénoménale. Mike Tyson avait ce don, le punch. C'était, je crois qu'à 14 ans, il pesait 90 kilos déjà. Et ça, c'est un don. Et donc, la clé, c'est de savoir exploiter ce don, c'est-à-dire d'être conscient. Parce qu'il y en a plein des mecs doués, hein, dans n'importe quel domaine, dans tous les domaines, il y en a plein de mecs doués. Mais comment dire, dans le sport, on va appeler ça les champions, mais dans la vie de tous les jours, on va appeler ça des génies. Et il y en a très peu. Pourquoi? Un génie, c'est quoi? C'est celui qui va savoir exploiter ce don. Complètement. Moi, j'ai un don, d'accord, mais je me repose pas sur mes acquis et je vais quand même travailler comme si j'avais aucun don. Je suis champion, mais je vais travailler, m'entraîner comme si j'étais challenger, comme si c'était moi le numéro 2 pour pouvoir encore garder cette hargne, cette faim. Et un génie, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être hyper doué en mathématiques, mais qui va quand même travailler pour pouvoir se surpasser et être encore meilleur que tous les autres. Donc, oui. Je pense que c'est dû aussi à ce talent que j'ai. Et la clé et la chance que j'ai, c'est que je m'en rends compte que j'ai justement ce talent et que c'est ma force, mais ça peut être aussi ma faiblesse, le fait d'avoir ce talent. Parce que je pourrais me reposer sur mes acquis. Et ben non, je vais travailler quand même parce que j'ai envie d'être au sommet, au top. Donc je vais tout faire pour y arriver. Écoute, beaucoup de conscience de soi, en tout cas, c'est impressionnant. Tu m'as fait une très belle transition pour parler un petit peu plus de toi avant, de ta jeunesse, et notamment de comment tu es arrivé finalement à trouver ce don, tu vois, vers le kickboxing notamment. Donc je sais que tu n'as pas commencé par ça, Non. et donc tu me disais que tu avais commencé par le foot. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance et juste me dire, en gros, d'où tu viens, Cédric, et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu es tombé dans le monde de la boxe? Alors rapidement, c'est pour ça que je crois beaucoup au destin, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que rien ne te prédestinait du tout à faire ça. En plus, Angoulême, c'est rien à voir. Rien du tout. Alors, issu d'une famille africaine camerounaise, mon papa était camerounais, ma mère est camerounaise, une fratrie d'une sœur et moi, nous sommes deux. Donc mon papa est décédé la veille de ma naissance. C'était très dur pour ma mère. Mon père était comment dire, il travaillait dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il cédait des terrains. Donc il gagnait très très bien sa vie au Cameroun. Ensuite, suite à son décès, il y a eu une très très grosse discorde entre ma belle famille et la famille de ma mère, ce qui a fait que ma famille de ma mère avait beaucoup moins d'argent. Du coup, j'ai été élevé par ma mère. Du coup, c'est très difficile pour ma mère. Alors rapidement, elle est allée en France. Elle a décidé de tout quitter. Elle s'est battue, elle a décidé de tout quitter. Donc elle nous a laissé, ma sœur et moi, entre les mains de notre grand-mère au Cameroun. 1 an après, nous l'avons rejoint. 1 an après, ma grand-mère nous a rejoints. Et c'est vraiment un rapport très, très, très fort avec ma grand-mère parce que tout au long de ma vie, j'ai été en fait élevé par ma grand-mère parce que ma mère travaillait beaucoup. Elle se démenait beaucoup pour qu'on ait une vie meilleure. Et du coup, à la maison, on était tout le temps avec mémé. Et c'est pour ça que j'ai ce rapport particulier avec ma grand-mère. Donc ensuite, on arrive en France. On habite dans un studio très petit où il n'y a pas d'eau courante. Donc l'hiver, c'était très difficile parce qu'on devait aller chercher de l'eau dans les bars. Je me souviens avec ma maman, on mettait nos doudounes, nos cagoules, que je détestais d'ailleurs, la cagoule. Et on allait chercher de l'eau dans des bouteilles d'eau vides. On faisait le tour des bars pour aller chercher de l'eau pour survivre en fait l'hiver. Ensuite, on a déménagé beaucoup de fois dans Paris. Je suis arrivé en France dans le 18e arrondissement. Et en fait, quand vous êtes arrivé en France, t'avais quel âge? J'avais 9 ans quand je suis arrivé en France. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. Donc, on a déménagé plusieurs fois dans Paris. On est arrivé dans le 18e arrondissement, à Max Dormois. Ensuite, on a déménagé à Porte de la Chapelle.
2 fois dans Porte de la Chapelle. Ensuite, alors moi j'étais un élève assez pas turbulent, mais ouais, j'allais te demander comment t'étais petit. Déjà un peu sûr de toi ou... dans le non, ce côté je suis le meilleur, il était pas encore né. Alors ma mère m'a envoyé habiter à Angoulême justement parce que à l'école les profs disaient souvent Cédric il a des capacités, il est très intelligent, mais il passe son temps à faire rire les camarades. Voilà, j'étais le clown de la classe à chaque fois, mais à chaque classe, hein. Au collège, j'étais tout le temps le clown. Donc ma mère m'a envoyé vivre chez ma tante à Angoulême, qui était très stricte. Et du coup, c'est là où j'ai grandi à Angoulême, de la période collège, lycée, etc. J'ai grandi à Angoulême. Et c'est là où j'ai commencé la boxe. Donc je faisais d'abord le foot, et ensuite un jour, donc je me pose à la maison, je dis maman, il faut que je te parle. Il y a une salle de boxe à la maison, et là elle se lève. Non, pas de boxe dans cette maison. Elle était catégorique, et c'est la première fois déjà que je voulais parler à ma mère. J'ai voulu expliquer quelque chose de très très sérieux, lui dire voilà, j'aime vraiment beaucoup la boxe. Là, c'est un sport qui me plaît vraiment, et j'ai envie de continuer. Donc là, il faut payer la licence, etc. Ouais. Non, elle était catégorique, pas de boxe à la maison. Elle voulait pas que je ressemble à ces boxeurs défigurés, etc. Bon, on a tous cette vision de la boxe qui est violente. Et donc, elle voulait pas entendre parler de boxe. Mais toi, comment t'étais tombé dedans? Comment t'avais commencé à découvrir? C'était vraiment par hasard. C'est-à-dire que en face de la maison, il y avait une salle de boxe, et déjà des petits, je me souviens souvent, je mentais à mes camarades. Je disais ouais, je fais de la boxe avant, etc. Alors que j'avais jamais mis les pieds dans une salle de boxe. Donc, je me dis déjà, j'étais peut-être déjà attiré par ce sport. Et parfois, je regardais des vidéos, je voyais de la boxe, ça me plaisait, mais plus ou moins, je me voyais pas boxeur du tout. Quand t'avais pas vu Mohamed Ali petit, non, pas du tout, rien. J'étais pas prédestiné du tout à pratiquer sport de combat. Et je pense que même si mon père n'était pas décédé, mais déjà, peut-être que jamais je serais venu en France. Oui. Mais ça, c'est ce qui est sûr, ma mère m'a dit. Le destin, je comprends, quoi. Ah ouais, tu vois. Et ma mère m'a dit, ah là, c'est sûr que jamais t'aurais fait de boxe. Si ton père était vivant, jamais tu aurais fait. Il fallait quand même que tu sois au fin fond d'Angoulême pour désolé pour les personnes qui habitent à Angoulême. C'est un truc de malade. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, je pousse la porte de cette salle de boxe, et du coup, je fais mon premier cours, mon deuxième cours, ça me plaît. J'ai envie de continuer. L'entraîneur me dit, bon, il faut payer les licences, il faut s'inscrire maintenant, sérieusement. Et ma mère, elle voulait pas. Elle était catégorique, pas de boxe dans cette maison. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais à la boxe en cachette. Et j'allais à la boxe en cachette, j'ai fait ça pendant 6 mois. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Pour vous dire que 6 mois, c'est quand tu dois payer une licence et que tu n'as pas payé, 6 mois, c'est beaucoup. Ouais. Donc déjà, là, on voyait déjà mes très grands talents de comédien. Ouais. Et donc, jusqu'au jour où je ne pouvais plus cacher à ma mère que... Tu disais que tu prenais des cours de maths, quoi. Voilà, des cours particuliers. Et en fait, jusqu'au jour où je lui ai avoué que j'allais à la boxe. Et je pense que le fait qu'elle n'ait pas vu mon visage abîmé depuis ces 6 mois, je pense que c'est là où elle a capitulé, en fait. Elle a dit, bon, ok, d'accord. Et du coup, elle a décidé de payer ma licence, etc. Le premier combat que j'ai fait, elle n'a pas voulu venir. Et ainsi de suite. Ma tante l'a encouragé. Elle lui a dit, viens voir le combat, t'inquiète, il n'y a pas de sang, c'est pas violent, c'est très très bien, il y a des casques, etc. Du coup, elle est venue voir ce combat-là. Elle a adoré. Et ce jour où j'ai fait justement cette fameuse ceinture, ce titre mondial du Glory, elle est venue, et depuis, elle est tout le temps présente au premier rang, et elle me supporte. C'est ma première supportise, ma première fan, celle qui fait le plus de bruit même dans la salle. Donc voilà, pour dire que j'étais pas du tout prédestiné à pratiquer un sport de combat, et encore moins la boxe. Et je me suis dit, c'est juste le destin. Si j'avais encore eu mon père aujourd'hui, j'aurais jamais fait de boxe. Ouais. Si je serais jamais en France, je sais pas ce que je serais devenu. Donc je crois beaucoup au destin, et je me dis voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est que ça devait arriver. Donc j'ai envie d'exploiter cette chance que j'ai. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles où tu t'es dit en fait ce sport est vraiment fait pour moi? C'est tu vois un moment où tu as eu un espèce d'éclair de lucidité, tu t'es dit non mais en fait limite il faut que j'en fasse ma vie, mon métier. Oui, ça c'est quand j'étais... j'allais dire j'étais jeune, je suis toujours jeune. Quand j'avais la vingtaine, 19-20 ans, les compliments fusaient. On me disait, mais quand on te voit regarder, t'as un coup d'œil. Mais qui t'a appris ça? Ça s'apprend pas, ça. T'as un coup d'œil, t'as un punch, t'arrêtes pas de gagner. On me disait, continue, lâche pas. Là, j'écoutais les conseils. Les conseils qu'on me donnait, t'as de la chance, t'as que 20 ans, tu vas être un champion, ça va être énorme ce que tu vas faire. On me donnait les conseils, et je me disais, ah ouais, en fait, c'est vrai, en fait, et je le fais vraiment avec une facilité, alors qu'il y a des mecs qui travaillent des années, qui n'arrivent pas à avoir ce coup d'œil, par exemple, ce sens de l'esquive que j'ai, qui s'apprend pas. Le sens de l'esquive, c'est inné, c'est naturel. Et donc je me dis,
c'est peut-être que c'est fait pour moi et il faut que je le fasse intelligemment. Il faut pas que j'aille, entre guillemets, au charbon comme ça, à faire tous les combats qu'on me propose. Non, il faut vraiment que j'en fasse mon métier et que je le fasse intelligemment. Ce que les gens de l'ancienne génération n'ont peut-être pas pu faire, ceux qui se sont fait escroquer par des managers assez véreux, ceux qui ont été blessés. Moi, j'ai cette chance, c'est que je suis jamais blessé. Donc, je touche du bois. Je suis jamais blessé. Donc, je pense que c'est là où je me suis dit, je suis prédestiné à devenir un champion, à devenir une légende. C'est ce que je veux, en tout cas, devenir une légende dans ce sport. Et dans les vestiaires, c'est exactement ce que je me répète. Je me dis, tu vois, d'où tu es parti, là où tu es aujourd'hui, eh ben, tu dois gagner. Tu es obligé de gagner. Et pour ça, par contre, il faut travailler. Tu peux pas arriver comme ça, les mains dans les poches et dire non, je gagne. Non, il faut travailler, il faut se donner tous les moyens. Et donc, quand je suis dans les vestiaires et que je me dis, j'ai tout fait, je me suis entraîné pendant 2 mois, j'ai fait la diète parfaitement, je ne peux que gagner parce que je suis fait pour ça. Donc, c'est ce qui me motive aussi. Bah justement, je voulais te parler de ce qui te motive et de ce qui te pousse. Donc, tu dis être une légende. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, je trouve ça absolument incroyable d'assumer, enfin, d'avoir autant d'ambition, de l'assumer, de la dire. Du coup, en plus, comme ça, c'est-à-dire que la terre entière est au courant et t'as pas le droit de te planter. Ah non. Et c'est ça qui est quand même assez fort, tu vois. C'est que du coup, c'est un peu autoréalisateur, forcément, parce que tu le dis. Donc, en fait, tu vas t'en donner les moyens. Et je voulais te demander, à partir de quel moment, donc au-delà du fait que tu es tombé dans la boxe, à partir de quel moment tu as commencé à dire « Ok, c'est ça ce que je veux, c'est ça ma vision ». Enfin, comment tu t'es construit cette vision de ce que tu voulais pour ta vie ? C'est quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent à mon niveau avec ce sport et qu'on me donnait encore beaucoup de conseils, qu'on me complimentait encore, qu'on me disait que j'allais aller encore plus loin, plus haut, atteindre tel niveau. Je me disais, mais en fait, ouais, je peux le faire. Et c'est vraiment ce que je veux faire. À la base, je voulais être comédien, humoriste, parce que c'est vraiment ça, c'est ma passion première. L'humour, le cinéma. Et la boxe est vraiment arrivée dans ma vie comme ça, boum. Et ça a explosé. C'est-à-dire que j'ai été bon rapidement, j'ai appris très vite, j'ai gagné de l'argent rapidement et j'ai été champion rapidement. Et du coup, je me suis dit, le sport, je peux pas, ça va très vite. Une carrière de sportif, ça va très vite. Une forme physique, ça, voilà, on vieillit. Donc, je me suis dit, ça, il faut que je l'exploite un maximum. Acteur, je pourrais toujours être acteur, même à 60 ans, on peut être acteur. Et je me suis dit, ça, il faut que je l'exploite. Donc, c'est maintenant. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment ce que je vais faire. Et puis, le destin est très étrange parce que là, je suis à fond dans ma carrière de champion. Et ben demain, ça peut me faire aboutir à quelque chose de complètement différent que ce que j'avais en tête avant. Donc, je me dis, en fait, voilà, la vie, c'est un labyrinthe. T'entres par une porte, mais tu sais pas où tu vas ressortir. C'est ça qui est beau, parce qu'on a des très très belles surprises à la sortie. Donc voilà, pour l'instant, je suis dans le labyrinthe, je prends les virages comme ils arrivent. Et ouais, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, quand j'ai été champion du Glory, il y a 5 ans, c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que je vais faire, je vais aller encore plus loin. Je suis un homme de challenge, donc je m'en donne les moyens et je vais y arriver. Bah, je vois ça parce qu'en plus, alors pour les personnes, on n'en a pas trop parlé, mais donc tu as commencé quand même, si je me trompe pas, en full contact, pas en kickboxing. Ensuite kickboxing, oui. Et maintenant, tu es quand même en train de t'orienter, si je me trompe pas, sur du MMA. C'est ça. Donc en fait, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que, et ça m'intéresse beaucoup d'en parler, c'est que non seulement tu arrives à performer dans un sport, mais tu arrives à répliquer, on va dire, la recette magique. Dans un sport différent, qui n'est pas le mien. Certes, c'est quand même du sport de combat, mais c'est quand même des sports qui sont différents, avec des règles différentes. Et je voulais déjà te demander, mais pourquoi en fait tu, entre guillemets, tu prends pas le truc en mode un peu plus cool, c'est-à-dire t'es le meilleur au monde en fait à tous les niveaux en kickboxing. Et pourquoi est-ce que tu te challenges à ce point-là à vouloir là, donc dans 2 semaines, être au Glory à Lyon et en même temps travailler en parallèle, je ne sais pas si tu commences déjà à le travailler, mais sur le MMA pour les années à venir. Pourquoi est-ce qu'en fait, finalement, tu ne veux pas te spécialiser dans un secteur et rester juste au top du top dans ce secteur ? Pourquoi est-ce que tu as cette nécessité de te pousser, de te challenger sur d'autres sports ? Déjà parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai cette envie de devenir une légende, c'est-à-dire une référence vraiment dans le milieu du sport. C'est énorme, hein, dans le milieu du sport. Pas que dans le sport de combat, dans le milieu du sport français. Moi, je suis très fier d'être français et je sais que la France, on est une nation de sportifs. C'est-à-dire que, même que ce soit dans le foot, dans le judo, dans l'athlétisme, on a toujours eu des très, très grands champions et on sait... Natation. Voilà, natation. Et on sait se surpasser et on sait créer la surprise. Et dans le sport de combat, j'ai envie d'être cette personne justement qui va
qui va mettre des étoiles dans les yeux des enfants, qui va faire lever les foules, qui va faire déplacer le monde à des stades. Et j'ai envie d'être cette personne parce que j'en ai les moyens. Je sais que je travaille pour et je sais que voilà, physiquement, j'ai ce don qui fait que je peux le faire. Donc ça, c'est cette envie, c'est ce côté, c'est pour moi que je veux faire ça. Voilà, ça, c'est mon petit cadeau à moi, de dire que de voir des enfants qui rêvent de devenir Cédric Doumbé, ça, c'est ma satisfaction personnelle. Ensuite, pourquoi j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, j'ai fait le tour. Quand j'ai commencé par le full contact, qui est une discipline aussi, qui est un sport de combat avec des restrictions au niveau des règles, j'avais fait le tour. J'ai été champion du monde de full contact. Je me suis dit, ouais, mais champion du monde de full contact, tu ne deviens pas une légende en étant champion du monde de full contact. Ensuite, le kickboxing a commencé à se médiatiser un peu plus. Et là, il y avait des champions de kickboxing, on disait, oui, ah, mais ils sont très très forts, etc. Je dis, bah, moi aussi, je peux le faire. Le kickboxing, c'est pas si différent de ce que je fais. Je me suis spécialisé, je me suis entraîné, etc. Aujourd'hui, champion du monde de kickboxing. Le meilleur de ma génération. En France, personne n'a jamais réussi à prendre cette ceinture du Glory. Et moi, j'en ai 5 aujourd'hui. Bientôt 6. Ouais. Et... Ton adversaire qui a bien se tenir. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai fait le tour en kickboxing. J'ai battu tous les meilleurs. Tous ceux qui semaient la terreur dans cette discipline, je les ai battus. Ouais, donc aujourd'hui, t'as plus rien à prouver. C'est ça, j'ai plus rien à prouver dans le kickboxing. Et je suis pas encore une légende. Aujourd'hui, il y a le MMA qui fait beaucoup de bruit, qui va se légaliser en France. Et il y a des combattants comme Conor McGregor qui font beaucoup de bruit. Des combattants comme Floyd Mayweather qui laissent pas indifférents les gens. Et je me dis, mais c'est ça que je veux. Et je suis pas moins bon que Conor McGregor. Je suis pas moins bon que Floyd Mayweather. On a tous ce talent. Tous les trois ce talent. Mais moi, je peux faire ce qu'ils font là. C'est exactement ce que je peux faire. Et le MMA, c'est pas si difficile que ça. Il y a juste plusieurs autres disciplines en même temps. C'est juste dans une cage. C'est pas, voilà, c'est juste. Est-ce que tu peux quand même, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ne savent pas du tout ce que c'est que le MMA, je pense que kickboxing, quand même, tout le monde visualise à peu près. Le MMA, est-ce que tu peux décrire en quelques mots qu'est-ce que c'est et en quoi c'est particulier quand même? Alors, la différence entre le kickboxing et le MMA. Bon, kickboxing, on a des gants de boxe. Ouais. Jusque-là, ça va. On est torse nu dans le ring. Ça va. On a un short de boxe. On est pieds nus. Et là, on a le droit au coup de poing, au coup de pied dans les jambes, coup de pied au corps, coup de pied à la tête, coup de genou dans les jambes, coup de genou au corps, coup de genou à la tête. Voilà, c'est assez complet quand même. Quand un adversaire tombe, il est compté par l'arbitre. Au bout de 10, il doit se relever et le combat continue jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat ou pas. Le MMA, comme ce sont des initiales MMA qui veulent dire Mixed Martial Art. Donc, en fait, les arts martiaux mixtes. C'est très explicite parce qu'en fait, le MMA, c'est un mélange de tous les sports de combat, mais voilà, en un. C'est pas dans un ring, contrairement au kickboxing, c'est dans une cage. Et c'est ça qui est particulier. Ouais, c'est d'ailleurs ça qui a fait que ça a été très longtemps interdit en France. C'est le principe de la cage, en fait, qui est associé un peu à des animaux, à de la bagarre, etc. Mais aux États-Unis, c'est juste après, je sais pas, bon, je vais pas dire la NBA, mais ça fait partie du top 5 du top 5 des sports les plus suivis, exactement. Donc le MMA, c'est quoi? On va être pareil, torse nu, en short. On va pas avoir des gants de boxe, on va avoir des mitaines. Des mitaines, si les gens peuvent visualiser à peu près ce que c'est que le Krav Maga ou le self-défense, ça va être des mitaines en fait. C'est comme des bandelettes. Voilà, pas des bandelettes, mais comme des gants de cycliste avec de la mousse au niveau des. Ouais, donc rien quoi. Ouais, voilà, pratiquement rien. Et donc ça va être, donc ça c'est au niveau de la tenue. Donc dans la cage, une cage qui est sous forme octogonale. Et donc les combattants vont s'affronter. Mais quelles sont les règles? Tous les coups sont permis? Non. Souvent on entend le free fight, le combat libre. Oui, mais non. Bien sûr, il n'y a pas les coups dans les parties, il n'y a pas les coups derrière la tête. Les coups sont autorisés debout et au sol. Alors, au sol, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas mettre des coups de pied dans la tête de son adversaire quand on est au sol. Seuls les coups de poing sont autorisés au sol. Alors, quelles sont les règles? Ah ben c'est très simple. Il y en a très, très, très peu. C'est-à-dire qu'on peut faire du judo. On peut être un combattant qui vient du judo, on peut combattre en MMA. On peut être un combattant qui vient de la boxe anglaise, la boxe de Mohamed Ali, on peut combattre en MMA. On peut être un combattant qui vient du taekwondo. On peut combattre en MMA. Il faut juste se servir de son arme. Et c'est ça qui est bon en MMA, c'est que un combattant qui vient du taekwondo peut affronter un combattant qui vient du judo. Et là, ils ont tous les deux
la même règle. Et donc, voilà. Bien sûr, celui qui vient du taekwondo va servir plus de ses jambes. Celui qui vient du judo va être plus en corps à corps pour essayer d'amener son adversaire au sol. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, comment ça a été médiatisé ce sport? Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de guéguerres entre les disciplines de combat. Il y a les combattants du judo qui disaient ouais, mais nous, en conditions en situation réelle, c'est nous qui gagnons. Voilà, c'est nous qui gagnons. Et puis les mecs qui venaient je sais pas moi, de la lutte, disaient ah non, nous en situation réelle, dans la rue, c'est un lutteur qui va gagner. Et ben ils ont créé l'UFC, voilà. Ils ont créé l'Ultimate Fighting. Et donc voilà, les combattants s'affrontaient et chacun devait revendiquer sa discipline. Voilà comment c'est né. Et voilà, donc là, vous avez bien compris que c'est un sport qui est assez particulier quand même. Les frappes au sol, les petits gants. C'est quasi nos limites, quoi, quand même. Quasi nos limites. Et pourquoi Cédric Doumbé pense qu'il peut y arriver dans ce sport? Expliquez-moi. Déjà parce que c'est plus médiatisé, il y a beaucoup plus d'argent. C'est un gros challenge parce que personne n'a réussi à faire ça. Un combattant qui vient du full contact. Habituellement, ceux qui gagnent, là, je n'y connais pas grand-chose, viennent plutôt de quel type d'autres disciplines? Habituellement, les mecs les plus connus en MMA sont soit des lutteurs, soit pas des kickboxers, mais des boxeurs. Soit des lutteurs, soit des boxeurs. Ouais. Mais les grands champions sont des lutteurs. Donc, il y a quand même une prédominance de lutte, de corps à corps dans ce sport. Parce que oui, une fois que le mec t'a attrapé, après, voilà, tu peux plus. Tu peux plus te défendre. Ouais. Donc, la boxe n'est pas vraiment l'atout majeur dans le MMA. Pourquoi je pense que je peux y arriver dans ce sport? Parce que quand je regarde des mecs combattre en MMA, je me dis, mais lui, je peux le battre. Lui, il est pas assez rapide. Lui, il frappe pas assez fort. Lui, il encaisse pas. Et je me dis, moi, avec ces petits gants et avec cet espace-là, cet octogone qui est vraiment immense, mais je peux m'en sortir. Et là, ça fait 1 mois que je m'entraîne en lutte et j'entends encore les compliments que j'avais au début quand j'ai commencé la boxe. Vrai. On me dit, mais t'apprends super vite. T'as le niveau d'un mec lambda qui en fait depuis 6 mois. Alors que ça fait même pas 1 mois que je t'apprends des techniques. On me dit, continue, lâche pas, parce que là, t'as vraiment quelque chose, t'apprends t'es une éponge. Voilà, on me surnomme l'éponge à la salle. Parce qu'on me montre un mouvement, et moi, j'ai une mémoire visuelle, et je vais arriver à le refaire, à le reproduire immédiatement. Ce que quelqu'un d'ordinaire va mettre, je sais pas moi, 2 semaines à assimiler, moi, je vais assimiler à l'instant. Donc, c'est pour ça que je me dis, voilà, Dieu merci, j'ai cette chance d'avoir ce don, et je veux m'en servir. Et pourquoi le MMA? Tout simplement parce que c'est plus grand que le kickboxing. Ça a une aura. Et donc tu vas aller aux US forcément. Exactement, voilà. Et moi j'ai envie de prouver au monde entier que Cédric Doumbé, que je suis le meilleur. Donc le MMA ne me fait pas peur et je vais y arriver et je vais prouver que voilà, ce que j'ai dit avant, je vais le réaliser. Écoute, c'est beau, mais je suis sûr que tu vas y arriver, j'en suis sûr. Je reviendrai te voir. Écoute, avec grand plaisir, tu vois, j'ai regardé les matchs déjà, et puis avec un autre œil, et puis on te soutiendra tous, la communauté du gratin. Ah, avec plaisir. Pour terminer, j'aime bien poser des questions un peu plus personnelles, pas uniquement sur le sport, si ça te va, et notamment une des questions que j'aime bien poser, c'est, je sais que tu n'en as pas vécu beaucoup, et c'est pas forcément dans le sport, mais un moment particulièrement dur ou un échec ou vraiment un moment de doute, tu vois, que tu aurais vécu, que tu peux nous partager, parce qu'en fait, j'aime bien l'idée de dire, souvent, il y a des enseignements derrière qui peuvent aussi être bénéfiques, évidemment, aux personnes qui nous écoutent. Bien sûr, moi, ça va pas être compliqué, hein. Ça va être ma première défaite, première grosse défaite. J'étais persuadé que j'allais gagner, que j'allais y arriver, etc. Et c'était un combat qu'il fallait pas du tout perdre. Et du coup, j'ai perdu ce combat. Et c'est juste horrible quand on perd un combat. On a l'impression de se sentir seul au monde. C'est-à-dire que la vie des coachs reprend son cours. La vie des spectateurs, des téléspectateurs reprend son cours. Mais nous, on a perdu. Ouais, t'es seul avec ton échec, quoi. C'est ça, on est seul. Et pendant des semaines, on doit vivre avec ça jusqu'au prochain combat pour essayer de laver l'affront. Et c'est très difficile parce qu'on se remet en question. On se dit, mais finalement, c'est peut-être pas... je serais peut-être pas une légende, finalement. Je vais peut-être pas aller où je veux aller. Je vais peut-être pas y arriver, en fait. Peut-être qu'il était meilleur que moi. Peut-être que... Il y a beaucoup de questions. C'est la foire aux questions dans la tête. On est déçu, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de tout arrêter. On est un peu déçu de... Je vais pas parler que de la boxe, mais voilà,
c'est public, c'est ça le truc. On est assez déçu de la prestation, de ce qu'on a fait en fait. Si c'est de la boxe, on est déçu. Si c'est du judo, si c'est de la natation, on est déçu de la nage, de la natation. On n'a plus envie de retourner à la salle, on n'a plus envie d'avoir affaire à ce milieu-là. Ouais, tu perds la motivation. Je me souviens, après cette défaite, je suis allé en Thaïlande et voilà, je me suis mis en totale autarcie. Je voulais être coupé de ce milieu et j'étais déçu. Et là, il y a deux voies, on a le choix entre deux voies. Soit arrêter et rester sur cet échec-là et peut-être rebondir sur autre chose. Soit être beaucoup même orgueilleux et dire non, je peux pas rester sur ça, c'est pas possible. Non. Un peu d'ego de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal. il faut beaucoup, surtout dans ce sport, il faut beaucoup d'ego et dire non, je peux pas rester sur cet échec, c'est pas possible, c'est pas moi. Il faut qu'est-ce que j'ai mal fait pour que ça foire, pour que ça pêche. Ah, c'est peut-être ce jour-là où je me suis pas levé à l'heure. Ah, c'est peut-être cette fois-là où j'ai craqué et que j'ai pas mangé ce qu'il fallait. Eh ben écoute, au prochain, je vais y aller, je vais me relever, je vais me réentraîner et au prochain, je me lèverai à l'heure tous les jours. Sans être en retard, je serai à l'heure à tous les entraînements. Au prochain, je craquerai pas une seule fois au niveau de la diète. Et là, si je perds, là, ça voudra dire que vraiment, voilà, il a été meilleur que moi. Mais il faut que je fasse les choses à 100%, 100%. Ça peut arriver qu'on essuie encore l'échec. Et ben là, ça veut pas dire que non, entre guillemets, qu'on est une merde. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne voie pour nous. C'est peut-être pas cette voie-là qu'il fallait emprunter. C'était peut-être une autre, etc., etc. Donc, moi, après ce gros échec, j'ai eu beaucoup d'orgueil. Je suis très orgueilleux. Je me suis dit non, je peux pas laisser le public sur ça. Je peux pas me laisser sur ça. Je peux pas laisser ma famille sur ça. Je vais retourner à la salle. Je vais m'entraîner 2 fois plus. Et là, il n'y a plus de chichi. C'est-à-dire que là, la diète, je vais la faire à 100%. Je vais plus négliger la diète. L'entraînement, je vais y aller tous les jours. Même si il y a des fois où je dois m'entraîner seul, je m'entraînerai seul. Et là, je serai à 100% à fond. Le résultat de ça, là, de ce coup de pied aux fesses, ça a été que des victoires par KO ensuite. Et là, je me dis, voilà, heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que je ne suis pas resté justement sur cet échec. Ce qui arrive souvent avec certaines personnes qui sont aussi talentueuses, mais qui n'ont pas ce mental fort, qui n'ont pas cette aptitude de se dire non, je suis un guerrier, il faut y aller, il faut se faire du mal. On n'a rien sans rien. Ma mère, elle me dit souvent, tu peux pas arriver à claquer des doigts et avoir les choses, c'est pas possible. Ça, c'est du mytho, ça, la française des jeux, là, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Il faut pas compter sur ça. Quand tu lèves le matin, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il faut transpirer pour avoir quelque chose. Il faut passer par des épreuves plus ou moins difficiles pour avoir une récompense. Et donc voilà, moi je vis avec ça et c'est ça qui m'aide aussi à surmonter plus ou moins les échecs. Bon, même s'ils sont un peu nombreux quand même. Très peu nombreux. Est-ce que tu peux me parler de l'une de tes plus grandes peurs et comment tu l'as surmontée ou si tu l'as pas surmontée aussi? Dans le sport ou dans la vie en général? Dans la vie, dans le sport, ce que tu veux. Ma peur, c'est l'échec. J'ai peur de l'échec. C'est-à-dire que quand j'entreprends quelque chose, un entretien d'embauche, un examen, durant ma scolarité, j'ai peur de l'échec. C'est-à-dire que je sais que ça peut arriver. Que ce soit dans le sport ou dans autre chose, je sais que ça peut arriver. Je suis pas Dieu, je suis pas immunisé contre l'échec. Ça peut arriver. Mais ça me fait peur. Donc, et même quand on se donne les moyens, on fait tout ce qu'il faut, ça peut arriver quand même. Donc c'est très dur. Et comment je surmonte cette peur? Et c'est de l'auto-persuasion. Je suis le meilleur. Je vais y arriver. Ce travail, je le veux vraiment. Et je vais y arriver. Je vais tout faire. Je vais bûcher. Je vais réviser. Ce podcast, je veux vraiment le faire. Et je vais me renseigner sur Pauline. Alors qu'est-ce qu'elle aime? Quelle est la marque qu'elle a fondée sur Internet, cette marque de bijoux? Allez, on va réviser. Ah ouais, non, tu bosses quoi. T'es un bosseur quoi. C'est ça. Quand on veut vraiment quelque chose, voilà, pour moi, il faut se donner les moyens. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais si on n'y arrive pas, ça veut pas forcément dire qu'on est nul ou qu'on est nul. Ça veut dire que c'était pas cette chose-là qu'on devait faire. C'était pas cette voie-là qu'il fallait emprunter. Et on va enchaîner une autre voie. Même en couple, c'est comme ça. Quand ça fonctionne pas avec une personne, ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas bien. Non, ça veut dire que c'était pas cette personne-là. Et là, je parle du principe qu'on a tout essayé. Hein, voilà. On a tout essayé et c'est pas cette personne-là. Et ça sera une autre. Il y a forcément quelqu'un qui est fait pour nous. Il y a forcément quelqu'un pour qui je suis fait
sur cette terre. Et donc, on va y arriver, on va la trouver. Ouais, tu restes quand même hyper positif et optimiste. Au sens où, même si ça marche pas cette fois-là, ça marchera forcément. Alors, il y a des gens, ça va marcher du deuxième coup. Il y a des gens, ça va marcher à la 100e fois. Mais ça va marcher. Il faut juste persévérer. Et si ça marche à la 100e fois, mais c'est encore plus beau parce que là, on savoure vraiment à la fin la réussite. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Tu me parlais là à l'instant, et justement, c'est une question que je voulais aborder. Tu me parlais donc de couple, sans rentrer dans le détail, je te rassure. Mais en fait, la vie d'un sportif de haut niveau comme toi, qui en plus multiplie plusieurs sports, j'imagine que, alors, c'est quand même une vie assez prenante. Je voulais savoir, en fait, si ça avait été un sujet pour toi, la répartition entre ta vie professionnelle et ton sport, et ta vie de couple, de famille, d'amis même. Enfin, tu vois, si ta vie privée, en fait, finalement, avait souffert ou pas de qui t'es et de ton métier qui quand même est un métier plus qu'un métier, quoi. Enfin, c'est juste une vocation, en fait. C'est un mode de vie, en fait. Ouais. C'est ça qui est... Même au niveau de la diète, quoi. Enfin, c'est ça, en fait. C'est ça que j'allais dire, c'est que la boxe, comparée aux autres sports, c'est un sport qui vient empiéter dans toute notre vie. C'est-à-dire on peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est pas juste, on va à la salle de boxe, on fait de la boxe, et une fois qu'on sort de la salle de boxe, c'est fini. Non, là, la boxe, elle est omniprésente dans notre vie. Ne serait-ce que la diète, je peux pas manger ce que je veux, c'est horrible. C'est-à-dire que à chaque moment de ma vie, il y a la boxe est là. C'est-à-dire que là, je vais rentrer à la maison, je vais avoir très très faim, et ben non, je peux pas manger ce que je veux. Je vais me réveiller, je dois aller, j'ai envie comment dire, j'ai envie de regarder la télé, de veiller un peu. Et ben non, il faut dormir tôt parce que demain, tu vas pas être en forme pour l'entraînement pour la boxe encore. Il y a des amis qui m'appellent, tu fais quoi, Cédric, viens, on va manger un petit bout, même de la salade. Mais non, je peux pas parce que je vais revenir tard. Je peux pas parce que les salades, elles sont pas, ils vont toujours mettre de la sauce César ou je sais pas quoi qui est pas bon. Et donc, en fait, je vais refuser du coup. Je vais pas avoir cette vie sociale que tout le monde a. Viens, ce soir, il y a une soirée. Bah non, je peux pas, c'est pas bon pour moi. En fait, tout le temps, ça va être comme ça. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, à la fin de la carrière. Mais putain, c'est encore long. C'est-à-dire, dans 10 ans, pendant 10 ans, ça va être ça. C'est pour ça que les gens ont souvent dit, la boxe, c'est une école de vie. C'est pas l'école de vie, prendre des coups, esquiver les coups. Non, c'est tout ça, en fait. Faut s'auto-discipliner. Si on n'est pas fort mentalement, on peut pas être un compétiteur. On peut pas réussir à ça. Et ça m'a souvent porté préjudice. Je pense, indirectement, dans ma vie privée, ma vie sentimentale. Aujourd'hui, je suis célibataire. Et je pense que c'est en partie aussi à cause de la boxe, parce que j'ai ce côté dur qui fait que voilà, je peux pas aller boire un verre quand je veux avec une fille, je peux pas. Puis même, j'imagine que en gros, quand tu es avec quelqu'un, bah en gros cette personne sait que ta priorité c'est très difficile. C'est la boxe, c'est ça. Je peux pas. Comment dire, il y a des fois où par exemple voilà, quand la personne va être en congé, ben non, moi je prépare un combat, donc là pendant 2 semaines je vais être focus à la maison. Et même la diète, ça rend très 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 irritable. On sent que c'est un sujet, la diète. Ah non, la diète, c'est après ma carrière, je crois que la diète, c'est fini. Je vais lui faire un gros doigt d'honneur. Et non, ça rend très irritable la diète, par exemple, cumulée aux 2 entraînements par jour. C'est horrible. C'est qu'on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de rire. Souvent, quand on voit des gens qui s'amusent autour de soi, ben c'est pas drôle en fait, parce que là, je souffre. Tout ça pour cet instant qui va peut-être être une réussite ou pas, qui va peut-être être un échec. Donc, c'est un poker souvent aussi la boxe. Donc, forcément, oui, la boxe a beaucoup empiète beaucoup dans ma vie et me permet pas d'avoir une vie sociale. Mais tu vois, je trouve ça aussi hyper important de dire que dans la vie, on n'a rien sans rien. Alors, on a compris que tu passais, en fait, que ta vie était dédiée à ton sport. Mais en gros, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah oui, mais je vois telle personne qui fait tout autant du sport, qui a une entreprise, enfin, tu vois, toi, t'es un peu sur tous les tableaux. Mais en fait, il y a un moment dans la vie, on peut pas faire rentrer des cubes dans des triangles et que, en gros, tu es obligé de quand même faire un certain nombre de sacrifices. C'est ça, cette personne va avoir une entreprise, va faire du sport, va faire ceci, cela, mais elle va tout faire à 20%. Tandis que moi, avec le sport que je pratique, quand même, il faut être à 200%. Et je peux pas faire ça à 30%. Ensuite, c'est bon, ce soir, je vais aller je vais aller au restaurant avec ma chérie, c'est bon, tac, 30%. Ensuite, je vais aller boire un verre, reviens, on va boire du Perrier. Ok, allez, je viens, mais c'est pas grave, demain, je serai un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je peux pas faire ça parce que là, ça va être effet domino, il y a tout qui va s'écrouler et je serai jamais au top dans quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est très très dur parce que là, il faut se faire mal. Alors, surtout que moi, j'ai un esprit très famille. Moi, mon grand but dans la vie, c'est de fonder une famille, une grande famille unie, pleine d'harmonie, heureuse et qui ne manque de rien. Et c'est vrai que tout seul, c'est difficile de fonder cette famille. Ouais, ça va venir, mais c'est vrai que
Bon, après, c'est une question de temps dans la vie. Enfin, là, t'es à ta priorité en ce moment, et puis ça peut évoluer, t'es encore jeune. C'est ça, c'est pour ça que je me dis, voilà, dans ce labyrinthe. Quand tu seras acteur, quand tu seras comédien, t'auras en plus une très grande famille. C'est vrai. Top. Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu veux nous partager? Juste un truc qui te touche. Tu m'as parlé du destin. Je sais pas, une réflexion que tu te fais souvent et que tu as envie de partager. Bah, c'est la suivante, c'est-à-dire que on a tous une destinée, c'est-à-dire on est tous prédestinés à quelque chose. Maintenant, le but de chacun dans la vie, pour moi, encore une fois, c'est de trouver justement cette voie. Alors bien sûr, on va passer par des échecs, beaucoup d'échecs, mais qui sont pas vraiment des échecs en fait, c'est juste que c'est la mauvaise porte qu'on a poussée, et ben la porte suivante sera peut-être la bonne. Et c'est ça en fait la vie qui fait qu'on arrive à un certain moment de notre vie où on va se marier à, je sais pas moi, finalement on va se marier à 50 ans. Et ben oui, mais c'est comme ça en fait, c'était comme ça, c'était écrit comme ça, tu devais te marier à 50 ans. On va se marier à 23 ans, ben oui, c'était comme ça, c'est pas que tu as eu plus de chance qu'un tel, non, c'était comme ça. On a tous une destinée et voilà, la difficulté c'est de pas abandonner, pas dire j'en ai marre en fait, finalement non, je vais rien faire de ma vie, non, la difficulté justement c'est de persévérer, c'est d'y croire, de dire non, je vais y arriver, mais c'est juste pas mon heure, c'est juste pas maintenant, c'est juste pas avec cette personne, c'est juste pas dans ce travail-là, c'est juste pas dans ce pays, pas dans cette ville, mais je vais y arriver. Et parce que je dois y arriver, c'est comme ça, on a tous une destinée, on va y arriver. Donc c'est ça qui me permet aujourd'hui de tenir, et je pense que c'est ça qui devrait aider tout le monde. C'est-à-dire que un échec n'est pas un échec proprement dit, c'est juste comment dire, un mauvais calcul. Voilà, c'est pas par là c'est pas cette voie qu'il fallait emprunter. Donc pour moi, je crois beaucoup au destin. Rien n'arrive par hasard. Voilà. Et pour toi, quand on sait là où on doit être, on le sent, on le sait. On le sent, parce que c'est quoi la définition du bonheur quand on demande à la majorité des personnes? C'est se lever le matin et de faire ce qu'on aime, se lever le matin et d'être avec les personnes qu'on aime, se lever le matin et être content en fait, rentrer à la maison avec le sourire et être tout le temps content, c'est ça le bonheur. Il y a des gens qui sont heureux de se lever le matin pour aller travailler et rentrer le soir à 20h. Il y a des gens qui sont heureux. Et si toi t'es pas heureux comme ça, ça veut pas dire que c'est être malheureux comme ça. On a tous notre définition propre du bonheur. Donc quand on va arriver quand on va réussir à attraper cette destinée-là, on le saura immédiatement qu'on est heureux, que ça y est, c'est bon, on a réussi. Quelques dernières petites questions. Est-ce que tu peux me dire la dernière fois que tu as été complètement empli d'admiration? Un truc où vraiment tu t'es dit, mais ça c'est incroyable, exceptionnel. Ça peut être un autre boxeur dans un autre domaine, ça peut être un livre, ça peut être ce que tu veux. Ben, c'est ce matin, quand je suis passé devant ma glace, je suis arrêté, je me suis dit, waouh! Là, je reconnais Cédric Doumbé. Je t'ai dit quand même beau gosse, le gars. Quand même! Je ne me rends pas compte tous les jours, mais waouh! Les gens se rendent pas compte. Mais une femme, mais pourquoi faire? Je mets. Non, non. Je reconnais l'acteur, le comique. Une question difficile, parce que là, il faut réfléchir. Je t'avais dit, c'est un podcast pas facile, il faut réfléchir. La dernière fois que j'étais... on va dire, c'est quand je discutais avec ma grand-mère et qu'elle me disait qu'elle était très très fière de moi parce qu'aujourd'hui je prenais soin de ma mère, je prenais soin de ma sœur, etc., que je prenais soin de la famille et qu'elle était très très fière de moi. Et je revoyais ma grand-mère quand j'étais petit qui m'engueulait, qui me frappait, qui me traitait comme un enfant en fait que j'étais. Aujourd'hui, elle est fière de moi et elle me traite comme un homme en fait, comme un chef de famille. Et ça m'a, j'étais rempli d'admiration. Je me suis dit waouh, en fait j'ai un poids sur les épaules, genre je suis fier en fait d'endosser ce rôle-là et j'étais très 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 fier. Voilà. Ouais, tu peux. Dernière question, j'aime bien demander à mes invités s'il y a des livres que tu peux me recommander. Alors ça peut être des livres, sincèrement, ça peut être un film, ça peut être une musique, mais en gros quelque chose qui t'a particulièrement touché, qui t'a marqué et que tu recommandes autour de toi. Une fois de plus, ça peut être, franchement, ça peut être un livre sur le sport, ça peut être un reportage, c'est ce que tu veux, mais quelque chose, si tu veux, qui t'aurait touché et que t'aimes bien partager, quoi, tout simplement. Bon, en ce moment, je viens de terminer un livre qui s'appelle La sexualité féminine. Bon, ça, je vais pas... Enfin, si, je le recommande, vas-y. D'ailleurs, mais ça m'a pas vraiment marqué. Mais sinon, un film ou un livre qui m'a... On va dire, vu qu'on parle de livres, le dernier livre de Mike Tyson, La vérité, rien d'autre.
Alors, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Il Ouais. paraît qu'il est assez Il dingue. est très très profond. Et bon, ça doit pas être lui qui l'a écrit. Oui, mais bon, peu importe. Mais il est très très profond ce livre parce qu'en fait, c'est là où on revient justement sur cette phrase que j'ai dite au sujet du destin, etc. C'est que Mike Tyson, il n'était pas du tout prédestiné à être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une légende de la boxe. Et quand on lit ce livre et qu'on voit les étapes de la vie par lesquelles il est passé, une mère qui était droguée, un père qui était absent, enfin, c'était vraiment... Si on m'avait dit, bah, lui, il sera champion du monde, non, mais n'importe quoi, lui, il va mourir à 14 ans. Ouais. Parce il habitait dans un quartier, dans des quartiers très très chauds aux États-Unis, il volait, il faisait des cambriolages, il dealait, etc. Et quand on voit les épreuves qu'il a traversées, il a été même inculpé pour viol alors que c'était pas vrai. On se dit, waouh, en fait, ouais, le destin, c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que quand le destin a décidé que tu seras champion du monde, c'est que tu peux passer par toutes les épreuves possibles, mais tu seras champion. Donc, ce livre de Mike Tyson, il m'a vraiment bouleversé parce qu'il est parti vraiment de rien. Et Dieu a fait qu'il est arrivé, il est devenu ce qu'il est devenu. Non, mais moi, je te dis, je connais pas grand chose à la boxe, mais on m'en a dit le plus grand bien et j'ai très envie de le lire parce qu'il paraît que c'est assez, c'est humbling, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que tu vois son parcours et tu vois ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu. Et je crois que tu te dis, mais en quoi puis-je me plaindre? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement, on se dit, waouh, c'est un truc de malade. Ce mec-là, c'est même pas lui qui a décidé, c'est comme ça, en fait. C'était comme ça. Il devait devenir ce qu'il est devenu. C'est comme ça. Génial. Cédric, écoute, merci beaucoup pour tout ton temps. En plus, je t'empêche de manger, donc c'est très triste. J'aimerais te demander pour la dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, notamment pour te suivre, pour te soutenir, pour t'encourager à devenir acteur le plus vite possible, parce que t'es très drôle. Ça se passe où? Pour me suivre, pour me soutenir, pour me proposer des films, ça va être beaucoup sur Instagram. Donc mon Instagram qui est Cédric Doumbé. Ensuite, sur tous les réseaux sociaux, Cédric Doumbé, à partir de mon Instagram. Mais c'est Instagram qui est le principal sur lequel tu es actif. Qui est le principal réseau social sur lequel je suis actif. Génial. Et c'est très très drôle d'ailleurs. Ouais, je veux dire. Merci beaucoup Cédric, à bientôt. Merci Pauline, à bientôt.